Et Patrick est là aussi. Bonjour. Et Monica est là? Hi, Patrick. Great to be with you. Oui, je suis là. Et Monica est là. D'accord. Donc, on me demande de rappeler qu'il faut porter le masque quand on est dans la salle. Donc, nous allons commencer. Donc, pour cette session qui porte sur le texte sur les traités commerciaux et d'investissement imposés par les puissances européennes à des tiers, c'est Omar Aziki, qui est le rédacteur principal du texte publié dans la brochure, Recommends phase 2, qui va introduire pendant 10 minutes. Et il y aura ensuite 3 commentaires. Un commentaire par Maria Elena Saludas, qui est de Attax et ADTM Argentine et est connectée depuis quelques heures déjà et habite à Rosario en Argentine. Ensuite, Monica Vargas du Transnational Institute. Elle est bolivienne d'origine et je suppose qu'elle est chez elle à Barcelone. Et enfin, Patrick Bond d'Afrique du Sud, qui est pour le moment à Cape Town. Et ils sont tous les 4 déjà connectés via Zoom. Et donc, je donne la parole à... Alors, il faut qu'on attende parce qu'il y a un problème avec l'interprétation, me dit-on. Ça va là, vous m'entendez, moi? Oui, Omar, on t'entend. Très bien. Mais il semble qu'il y a un problème avec l'interprétation. Donc, quand c'est réglé, vous me faites signe que c'est bon. Oui. Manon, nous, on est injecté aussi, donc on est tous les 4. Manon, oui. Ah, et Manon, c'est assigné. Tout là? Ok. Ça marche alors. Donc, Omar, vas-y. Omar, puedes empezar. Je t'en prie, tu as la parole. Ok, bonjour à toutes et à tous. Buenos días. Donc, je vais présenter Voy a presentar les principales propositions las principales propuestas d'alternatives alternativas aux politiques néocoloniales de l'Union européenne. neocoloniales. No me separan. Juste une minute pour couper. Como el ponen, Voilà. Mais avant de faire ça, je vais Alex, quand on même t'entend présenter quelques dans la salle en idées espagnol, je ne sais pas d'ordre pourquoi. Moi, je parle général. au micro, je ne peux pas faire autrement. Vous m'entendez là? D'accord, je dis juste, j'explique. Oui, Vous m'entendez? On peut continuer parce qu'il y a moyen quand même d'écouter le temps qu'on résolve le problème. Donc, je propose que tu continues, Omar. Ça va, je continue? Oui. je traduis pas, moi. Parce que là, j'entends aussi, je vais couper, j'entends aussi le son de l'interprétariat. Donc, voilà. Okay. C'est pour ça. Ah, mais c'est ça, c'est parce que tu as mis la langue espagnole et alors on entend par ton micro
Alex, c'est ça le… Non, j'ai désactivé toutes les… Oui, mais alors ça va. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, On m'entend toujours. ouais, on t'entend toujours. Ok, je vais faire le français. Et maintenant? Vous pouvez m'écouter maintenant? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je continue? Can I Ouais, go vas-y. on? Oops. Ok, donc j'ai dit que je vais commencer quand même par présenter quelques traits généraux dans ce contexte de la crise mondiale du capitalisme et aussi des difficultés des négociations multilatérales au sein de l'OMC. Les gouvernements de l'Union européenne renforcent de plus en plus la dynamique des accords commerciaux régionaux dans leurs relations avec la quasi-totalité des continents. Donc, en fait, c'est une croisade commerciale néocoloniale pour garantir au grand capital européen l'accès aux nouvelles zones de profit et d'exploitation en subordonnant les peuples de la périphérie. Donc, si on veut résumer globalement, d'un côté, l'Union européenne, par ses accords de commerce et d'investissement expansionnistes, contraint les pays du Sud à ouvrir leurs frontières, leurs marchés et leurs services publics aux entreprises du centre de l'Europe, de l'Union européenne, pour exporter des produits subventionnés sans rencontrer de barrières douanières. Et de l'autre côté, l'Union européenne renforce les mécanismes de protection de ces grandes entreprises avec des normes sanitaires et alimentaires très sévères, en exigeant des clauses sociales, fiscales et environnementales contraignantes pour les importations des pays du Sud. Mais aussi, il faut mentionner que, comme on en a parlé tout à l'heure, la multiplication des barrières et des dispositifs pour limiter le franchissement des frontières de l'Europe par les migrants et les réfugiés du Sud. On connaît les effets destructeurs de ces accords de libre-échange signés avec l'Union européenne sont déjà très bien visibles et très connus dans la majorité des pays du Sud. J'en énumère quelques-uns que je considère principaux. Approfondissement de la dépendance structurelle, l'endettement massif, accentuation de la détérioration des conditions environnementales par l'extractivisme et l'accaparement des ressources, et aussi destruction des petits producteurs, que ce soit dans l'industrie ou dans l'agriculture, ceux qui produisent pour le marché local ou le marché national. Donc, voilà un peu juste un exposé très synthétique de des grandes lignes de la croisade commerciale. Et juste pour lutter contre cette croisade commerciale des pays de l'Union européenne, il faudrait qu'il y ait une collaboration entre la gauche radicale en Europe et aussi avec les mouvements sociaux et politiques radicaux dans les pays du Sud. Et si jamais, on espère bien, une force populaire radicale arrive au gouvernement dans un pays d'Europe, on pense qu'il doit entamer un processus de rupture avec cette logique de l'échange inégal et de pillage. Donc voilà, alors j'expose un peu les quelques premières mesures qu'on pense que ce gouvernement pourrait entreprendre. D'abord, soumettre à un audit citoyen tous les traités bilatéraux et multilatéraux sur les investissements et le commerce. Et pendant cette durée de l'audit, ils font suspendre l'application. Ça, c'est pour arriver à abroger
tous les traités qui seront jugés illégitimes et ou abusifs. Aussi, désobéir aux dispositions de l'Organisation mondiale du commerce et résilier tous les accords de libre-échange, de partenariat et d'investissement avec les pays du Sud. Troisièmement, encourager l'exercice de la souveraineté populaire dans les pays du Sud pour développer avec eux un commerce équitable qui respecte la justice sociale et environnementale et mettre en place de réels mécanismes de coopération. Quatrièmement, soutenir les mesures pour la souveraineté alimentaire et la production écologique et socialement juste dans les pays du Sud. Cinquièmement, sortir de l'OMC et appeler à une campagne internationale contre cette institution, mais aussi contre ses deux congénères, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et militer pour leur remplacement par des institutions démocratiques de solidarité. Sixièmement, mettre fin aux mécanismes de règlement des différends qui permettent aux grandes entreprises de réclamer des sommes colossales aux États si jamais ces derniers prennent des mesures d'intérêt général qui touchent aux bénéfices d'intérêts capitalistes privés. Donc, ce gouvernement populaire instituera alors une procédure pour quitter le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qui est un organe de la Banque mondiale, mais aussi celui de l'OMC, qui est l'organe de règlement des différends. Septièmement, instituer une procédure d'arbitrage acceptée et légitime qui consiste à poursuivre les entreprises transnationales dans sa juridiction nationale et à augmenter leur pénalisation financière en fonction de la gravité de leur violation de la souveraineté des peuples, des normes sociales et environnementales. Huitièmement, sanctionner fortement les entreprises qui ne respectent pas les droits humains et les normes environnementales. Neuvièmement, soutenir l'initiative en faveur d'un traité juridiquement contraignant obligeant les transnationales à respecter les droits humains dans tous leurs aspects, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, etc. Dixièmement, lever le secret autour des accords de commerce et d'investissement qui permettent aux entreprises de se substituer de plus en plus au peuple et aux États pour protéger leur liberté d'action et leur investissement. Et dernièrement, dénoncer et couper les liens avec les régimes et les gouvernements despotiques dans les pays du Sud qui signent ces accords parce qu'ils en profitent à tous les niveaux pour s'enrichir et détourner leurs fortunes vers l'étranger. Donc voilà, j'ai terminé pour les différentes propositions, les mesures que pouvait entreprendre un gouvernement populaire. Juste mentionner avant de finir que pour les militants et les militantes du Sud, ce texte est vraiment très intéressant par sa méthodologie aussi. Donc, je vais aussi mentionner qu'il est traduit en arabe. Donc, la brochure existe aussi sur le site du CADTM en arabe. Donc, c'est pour la partie arabophone, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Omar. J'en profite en prolongement de ce que Omar vient de dire que effectivement les textes dont on discute aujourd'hui existent en 4 langues déjà, donc en français, en espagnol, en anglais, et arabe, 4 langues, et que ça va être traduit en serbo-croate. Et on verra s'il y a une possibilité de traduction vers le portugais. Alors, je vais donner la parole maintenant à Maria Elena Saludas, qui se trouve en Argentine.
et qu'on voit apparaître sur l'écran. On doit pouvoir le mettre sur l'écran là. Donc María Elena, tu peux commencer ton intervention. Buenos días, buenas tardes. Acá son las 9:40 de la mañana. Es decir, estoy desde muy temprano. No me empiecen a contar los minutos hasta que no comience mi intervención. Saludo a todos, todos los que están allí. Hay muchos afectos, digamos. Bueno, voy a arrancar para no perder tiempo. Compañeras y compañeros, la verdad que agradezco mucho la invitación a debatir sobre el actual contexto de una profunda crisis capitalista global, multifacética, y que se agudizó en tiempos de pandemia del COVID-19. Y analizar sobre todo la necesidad de que las fuerzas radicales de izquierda y los movimientos sociales debatan y actúen conjuntamente por un nuevo internacionalismo entre los pueblos del norte y del sur. Teniendo en cuenta el título de este encuentro, Pasemos a la acción, quiero contarles que vengo de un territorio donde ensayamos el futuro. Y por no ser audaces con ese futuro, hoy estamos sufriendo una nueva escalada de la ofensiva de la derecha. Con Trump en Estados Unidos, que es probable que pueda ganar, un Estados Unidos que le ha declarado la guerra comercial a China y que intenta llevar de las narices a la Unión Europea, y obviamente que considera a América Latina y el Caribe como su patio trasero, como territorio propio, sin empacho en sostener la doctrina Monroe, América para los americanos, de 1823. Como dije al comienzo, nosotros hemos conocido el futuro, porque nosotros hemos hecho realidad en nuestra América, en la primera década del siglo XXI, experiencias que en verdad fueron producto de importantes movilizaciones populares que no se dieron en otras partes del mundo, que permitieron la adopción democrática de nuevas constituciones, la recuperación del control público sobre nuestros bienes comunes, la constitución de una comisión de auditoría ciudadana, soy breve, la CAI, recuerdan, en Ecuador. En relación al tema específico que estamos abordando acá, vale recordar la lucha de los pueblos que ayudaron a enterrar el ALCA, el Área del Libre Comercio para las Américas, en el 2005, pero que luchamos durante mucho tiempo para ello. El lanzamiento en el 2004 del ALBA TCP, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, y el Tratado de Comercio de los Pueblos, una construcción, digamos, basada en los principios de solidaridad, de complementación y de cooperación. Tenemos que recordar la salida del CIADI, Centro Internacional de Resolución de Controversias Relativas a Inversiones, Tribunal ad hoc del Banco Mundial, por parte de 3 países, Bolivia, Ecuador y Venezuela, el lanzamiento del Banco del Sur, del Sucre, del Sistema Único de Compensación Regional, de Petrocaribe, procesos de integración como la UNASUR, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, obviamente sin Estados Unidos y Canadá. Experiencias que aún con sus contradicciones y limitaciones podemos decir que fueron únicas. Fueron los mejores momentos de la historia de nuestra América. Y eso lo hemos vivido, y eso hoy es programa y anima a los pueblos de nuestra América en una perspectiva de emancipación, en lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra el patriarcado. Venimos a señalar hoy desde América Latina y el Caribe en esta reunión que el desafío de la izquierda mundial es construir alternativa anticapitalista por el socialismo, y que lo que está en crisis son las políticas hegemónicas que emergieron en América Latina, las que llamamos neoliberales, que luego del ensayo sudamericano terrorismo de Estado mediante, se generalizaron con Thatcher y Reagan, allá por el 79-80, y luego cooptaron a la socialdemocracia europea, que ahí está, hoy, a la deriva, buscando su lugar en el ámbito de la dominación capitalista. Estamos debatiendo desde nuestra América, por estos días,
sobre el nuevo internacionalismo popular y analizamos que la crisis actual del capitalismo involucra la crisis de las políticas hegemónicas que se han aplicado en casi todo el mundo por más de 40 años. Por eso consideramos que debemos llamar la atención a los que se ilusionan con la posibilidad de alentar un nuevo progresismo en el mundo. No hay posibilidad de transformar el capitalismo buscando un capitalismo más nuevo, más regulado, más humano. Con lo cual la crítica al libre comercio, que es nuestro tema en este momento, es una crítica que tiene que ser contextualizada en este tiempo de crisis del capitalismo, donde además de las salidas están siendo lamentablemente por derecha, con los Trump, con los Bolsonaro, con el golpe de Estado en Bolivia, allí donde hubo un gobierno plurinacional con un reconocimiento por haber llevado adelante la mejor política económica en la región. Pero claro, al no romper Bolivia y la mayoría de los gobiernos que habían generado expectativas en América Latina y el mundo, y al no avanzar decididamente en una política contra el capitalismo, eso le abrió paso a los golpes de Estado de nuevo tipo, en Honduras, en Paraguay, en Brasil, de nuevo tipo, pero parecidos a los de viejo tipo, como el de Bolivia. Por eso, ninguna ilusión en cambiar al capitalismo desde adentro. Lo que hace falta es una radicalidad en la política de la izquierda, de los movimientos populares. Es preciso encontrar un rumbo estratégico para nuestros pueblos. Y la lucha contra el libre comercio actual es una lucha contra el capitalismo, es una lucha anticapitalista, es por nuevas relaciones sociales, es la lucha por otro modelo productivo. Junto con los análisis que estamos haciendo aquí de la crítica a la hegemonía capitalista, es preciso construir las bases de la propuesta programática que tienen que levantar la izquierda para ganar el corazón y la cabeza de nuestros pueblos. Y en primer lugar hay que luchar por la desmercantilización. Hoy todo lo que nos rodea, todo de lo que se ha hablado acá, desde los derechos humanos, todo lo que nos rodea se ha transformado en mercancía. Tenemos que avanzar en un proceso de desmercantilización, que significa romper con lo que el neoliberalismo trajo hace 40 años, reitero, con el avance de la privatización de las relaciones sociales de producción, el avance del mercado, que ha llevado a que todo el mundo, en todo el mundo, la emergencia hoy de la pandemia haya puesto en evidencia que no hay recursos y condiciones adecuadas, ni aún en el mejor estado de bienestar para atender a la salud. Pensemos en Suecia, por ejemplo. Por eso es preciso ¿por qué? Porque está mercantilizado todo. Por eso la desmercantilización de la salud, la desmercantilización de la educación, de la energía. El libre comercio, ¿y por qué nosotros estoy hablando de este tema acá? Porque el libre comercio incluye todos los productos, todos los servicios, las licencias tecnológicas, las operaciones financieras, todo está mercantilizado. Y las empresas transnacionales, que son los principales sujetos, son las que necesitan que estos tratados de libre comercio en todas sus formas, garanticen sus ganancias, influyendo a los gobiernos de sus países sedes para que actúen en su favor en las negociaciones internacionales sobre comercio, y también influyendo en los estados como los nuestros, consustanciados por la ideología del libre comercio y sus supuestas ventajas. Por eso hay que avanzar rápidamente en el proceso de desmercantilización, que supone un cambio estructural muy fuerte en el modelo productivo y de desarrollo, contra el consumismo, compañeros, que alienta este modelo productivo, por otras relaciones sociales de producción, reitero, dar vuelta incluso a la concepción integral que se tiene sobre lo que es el desarrollo, entre comillas, pensado desde dónde, desde un sistema económico basado en la acumulación del capital, que por su propia dinámica no reconoce barreras para un crecimiento ilimitado y exponencial, con las consecuencias que vemos. Y acá es válido señalar que María Elena. Sí, termino acá. Los 11 puntos propuestos, que ustedes lo pueden leer aquí, entre los primeros pasos de un gobierno popular,
tienen mucho que ver con los puntos con los que trabajamos, las alternativas que venimos trabajando desde Nuestra América. No voy a nombrar los 11 puntos, creo que da para el debate, pero considero que nosotros, en base a esto, en base a esos 11 puntos, lo que debemos intentar hacer es tejer puentes, tender puentes, tejer lazos entre Europa y América Latina. Y mientras tanto, nuestro desafío es de ese futuro que hemos vivido en Nuestra América, recuperar las condiciones para que haya, y acá termino, la suficiente fuerza política para derrotar el poder de este capitalismo contemporáneo y transitar hacia un mundo de respeto mutuo con un profundo sentido comunitario de la vida. Pido que me hagan preguntas luego, tengo un PowerPoint, porque yo partí de la idea de que todos conocían la parte técnica, digamos, de los tratados de libre comercio. Estoy abierta a las preguntas, muchas gracias y disculpen si me extendí. María Elena, ahora tiene la palabra Mónica Vargas, del Transnational Institute. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Vale. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un privilegio para mí, pues, estar aquí con ustedes y celebro realmente esta iniciativa del CADTM y otros aliados. Creo que llega en muy buen momento, ¿no? Yo quería, evidentemente construyendo sobre lo que han comentado María Elena y Omar, subrayar que es muy importante evaluar cuáles son los resultados del libre comercio, bueno, el régimen de protección de las inversiones y el libre comercio que tenemos ahora, ¿no? Quizás recordar que nos prometieron a los países del sur que eso generaría, pues, desarrollo, creación de puestos de empleo y la mejoría de las condiciones de vida para nuestras poblaciones, y evidentemente eso es lo contrario, ¿no? Yo voy a razonar sobre el ejemplo de lo que es para nosotras el país laboratorio de libre comercio, que es México, que firmó, si recuerdan, hace 26 años el acuerdo de libre comercio más agresivo del mundo. Y solo subrayar que en diciembre de 2019 estuvimos en una caravana internacional con miembros del Parlamento Europeo, miembros del Parlamento Vasco, del Senado de Estados Unidos y activistas y científicas de Europa y América Latina, recorriendo los lugares más ricos de México, más desarrollados, y constatamos la existencia de corredores industriales consolidados en los últimos 20 años, gracias a los acuerdos de libre comercio firmados con Europa y con los Estados Unidos, y pudimos ver cómo la ley acaba permitiendo la autorregulación ambiental de las empresas con el objetivo de atraer a las inversiones, ¿no? Me estoy refiriendo a industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas, operaciones extractivas, que coinciden con espacios urbanizados sin que se haga un seguimiento sobre los impactos sobre la salud de las personas ni el medio ambiente. Me refiero a regiones donde operan empresas como Nestlé, Lafarge-Holcim, Volkswagen, García Monté, Iberdrola y otras, que representan auténticos paraísos industriales generados por el libre comercio, ¿no? Y para nosotros, lo que fue evidente en las 6 regiones que visitamos fue una alarmante situación de urgencia ambiental y sanitaria, es decir, si son paraísos para las empresas, son infiernos ambientales, en palabras del ex secretario de Medio Ambiente Toledo, de México, a quien expusimos la situación en la caravana, ¿no? Esta sistemática contaminación que generan las empresas en esos paraísos industriales ha generado, a través de informes toxicológicos que nos remitieron, enfermedades como, bueno, cáncer, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, insuficiencia renal, fluorosis dental y esquelética, en el más alto grado, precisamente en esas regiones. Subrayar también que en mayo de este año, la Secretaría de Salud de México evaluó que el 78% de los muertos por COVID habían tenido lugar justamente en las regiones que visitamos, o en regiones similares, altamente industrializadas, ¿no? Y contando con un gran número de empresas europeas y estadounidenses. ¿Qué hacen los gobiernos europeos o estadounidenses frente a esto? No hacen el seguimiento de los impactos, apoyan la internacionalización de las empresas y promueven estos acuerdos que estamos denunciando acá, ¿no? Como el acuerdo actualizado entre la Unión Europea y México, concluido en abril de este año,
que es único en el sentido de que México sería el primer país de América Latina que firme un acuerdo que contenga un capítulo con la Unión Europea, un capítulo de protección de las inversiones, ¿no? Hay que decir que 35% de la inversión extranjera directa presente en México es de origen europeo, por lo cual las empresas europeas se verán muy favorecidas por este acuerdo, pero para México como país y para su pueblo el riesgo es enorme. México ya es el quinto país más demandado del mundo en los sistemas de arbitraje a los cuales se ha referido Omar, y el tercero en América Latina. Entre las 31 demandas de arbitraje que enfrentaba en 2019, 7 fueron presentadas por empresas europeas, ¿no? ¿Qué proponemos nosotras frente a esto? Pues un instrumento al cual se ha referido Omar, el instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas para obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. Estamos pidiendo que tenga obligaciones directas para las transnacionales, contar con, y esto es un elemento que apuntan dentro de las propuestas, como un sistema Omar lo mencionaba, un sistema como de arbitraje, que permita denunciar a las empresas. Nosotros lo que proponemos en la campaña global para denunciar a las transnacionales es un tribunal o corte penal internacional que está incluido en este instrumento jurídicamente vinculante o el tratado vinculante, que permita incluir al conjunto de la cadena de suministro de las empresas, proteger también los derechos, no solo de las comunidades afectadas por las transnacionales, sino también los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos, y que se proteja la negociación del acaparamiento empresarial. Pensamos que sin este tratado vinculante a nivel de las Naciones Unidas será muy difícil ejercer la soberanía de los pueblos. Y bueno, estaremos presentando los resultados de la caravana que les comenté el 2 de octubre a las 4 de la tarde, hora europea, y bueno, voy a pegar en el chat, si les interesa, un enlace donde estará la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Je donne la parole maintenant à Patrick Bond, qui est à Cape Town. Patrick, tu as la parole. Thank you very much. If my internet access is shaky, it's just South Africa. I apologize. You can see the screen with the title and the two ideas in 5 minutes to react to these great presentations. We'll pick up the economic pressures that I see emerging from above, even before COVID-19, globalization, neoliberalism, but also deglobalization. The second is a case where I think our comrades in South Africa have made some very serious inroads, similar to the arguments that you've heard from Morocco, from Argentina, from Mexico. From South Africa, there's a decommodification that coincided with deglobalization of capital, but it occurred only because of the globalization of solidarity, and that was to get AIDS medicines out of the hands of big pharmaceutical companies and into the hands of the masses, 6 million people. And with treatment and maybe a vaccine for COVID-19, this is a very good case study. The arguments are in much greater detail with Eric and other comrades from South Africa at CADTM and one of our University of Western Cape centers. And there's also an argument about solidarity seen from the bottom up, which I'll be happy to send you. That's in a brand new book. But the critical point, the first point, is that with globalization extending the ability of capitalism to temporarily overcome overaccumulation crises, the tendency in Das Kapital to overproduce in a particular location. Globalization moved that problem around, but it began to hit the limits, and the gated globe, or the problem of deglobalization, became apparent quite a while ago, more than a decade. So you may have heard last July in the Financial Times, is it now the end of globalization? What about Donald Trump and Brexit, and the fact that flows of overseas foreign direct investment have fallen to levels not seen since 2008, and trade restrictions are rising, and transnational corporations are less numerous and profitable than before.
Those who once said globalization is a force for prosperity admit that things have gone badly awry. So the main ideological base for British financial capital and globalization is beginning to get nervous. And The Economist, the other major globalization booster, admits there's something going on, pre-existing conditions, well before COVID-19. The share of trade within global GDP, foreign direct investment, cross-border bank lending have never returned to the peaks that they had reached in 2007. And this isn't just about Donald Trump and the trade war against China, the tariffs, the sabotage of the WTO. But this is something that happens regularly as globalization goes into retreat, as the overaccumulation crisis that regularly appears in capitalism finds a spatial fix, but then finds the limits to that fix in the 1880s, the 1930s, the 1970s, and since 2007. Globalization is how it looked, but when you see the main shipping index, the Baltic Dry Index, crashing as much as it did in 2008, when you see trade going down, and the 2019 statistics have recently been released. So there was a major crash, obviously, in 2008 to 9, from 30.5% trade to GDP at the global scale to 25.5. But even last year, Europe shrunk by 4%, well before COVID hit. South Africa by 6%, Hong Kong 8%, many countries in decline in merchandise trade. Trade is 80% below the trajectory from the early 2000s. You see this, by the way, in the global value chains, which are disintegrating, according to McKinsey. They were 28.1% of manufactured products in 2007, and they shrunk to 22.5%. And of course, with COVID-19, they've fallen even further. How about FDI? Foreign direct investment was going up, crashed in 2008, has stagnated since then. The same for portfolio debt, equity, and bank loans, the financial flows. Those have been in decline. And even the FDI, it turns out, was increasingly fake. It was phantom. It was mostly, in a place like South Africa, the arbitraging, the ability to take advantage of higher interest rates that allowed multinationals to make loans to their branch plants. And they call that FDI, but it was really just a way to take extra profits from very high interest rates. So the phantom share, according to even the IMF, was up to 40%, right? So let's take the second point, because this is the logic of capitalism in crisis, that it goes through overaccumulation, a spatial fix, a temporal fix through finance. It hits the limits, it crashes. But that's the top-down logic. From below, the logic you see here in just 2 minutes is a logic of fighting globalization of capital by demanding its deglobalization and decommodification. And that's the AIDS medicines. And what you see is the life expectancy in South Africa that was at a low of 52 years in 2005. And then it went up today around 65. And the reason for that is because the price of the AIDS medicines came down. Because instead of New Jersey or Switzerland or Germany as the production site, through a branded big pharmaceutical company, those medicines are produced in Harare or Kampala or Johannesburg by generic companies. And in South Africa, they're free, and we've had this extraordinary rise in life expectancy. This came through activism. In the case of South Africa, it was against a president who was an AIDS denialist, Thabo Mbeki. So the activists, the Treatment Action Campaign, were fighting the political elites, but they also fought capital. And here's the biggest company in Africa's history, traditionally, Anglo-Americans, saying, we've done a cost-benefit analysis. We only find, in 2002, that it's profitable for us to give the medicines to only 12%, our top workers. Beyond that, if we give it to the rest of the workers, it doesn't help us. Let's just fire them, let them go home and die, and we will bring in new workers from this huge reserve army of unemployed workers. So we had to overcome the logic of capital at the level of the employer. And then, of course, there were the big pharmaceutical companies, which refused access through parallel imports and compulsory licensing, that is generic substitutes. What that required is
similar to what was already proposed, the destruction of the most critical part of capital's arsenal of weapons, that is intellectual property. It happened at the November 2001 World Trade Organization. It was not a reform of the WTO. It was not to make the WTO and trade-related intellectual property system a better system. It was to take something out of the WTO. It was to remove, it was to decommodify from WTO intellectual property power, vital medicines. Again, something we all have to do in South Africa, in the world, because of the COVID-19 vaccine monopolization process. This happened because of an activist movement inspired by a woman, Gugu Dlamini, who was killed when she was doing AIDS education. But the background is important because the United States government and the European Union were very much in league promoting intellectual property for their big pharmaceutical companies. So it took all of these activists working very hard. We can go into details if you like. But due to government denialism and pharmaceutical greed, according to the leader of the Treatment Action Campaign, Vuyiseka Dabula, the poor were sent home to die. Those who could afford to buy antiretrovirals in the private sector were able to live. The size of your pocket determined whether you lived or died. Isn't that a clear case of what we're all facing today, a universal problem? We need to decommodify. We even had Nelson Mandela at some point into this. We've had some big problems with the fiscal squeeze. Some of the government programs, United States government, PEPFAR, the world, the United Nations has a global fund for AIDS, TB, and malaria, and there's problems with local implementation. But my final points, we've had a soaring increase in life expectancy from 52 to 67, the highest ever recorded. Policy advocacy successes. This is the commoning strategy to decommodify, to de-stratify access, to deglobalize capital. It was only done through the globalization of solidarity. Thank you, comrades. I think those are some ways that we can take some concrete strategies forward. Via Zoom. Donc, qui souhaite prendre la parole, vous levez la main ici dans la salle et vous levez la main via Zoom. Régis, tu veux prendre la parole? Qui d'autre? Bon. Ne comprends pas, Mamadou. Donc, Régis, je t'en prie, commence. Et Omar de revenir sur la partie du traité contraignant. Comment dirais-je, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, et certaines nouvelles données par le CETI notamment, il est remis en question sur le fond, enfin, pour être affaibli. Du coup, la question que je pose, c'est comment s'assurer qu'il n'y ait pas simplement un traité contraignant, mais qu'il y ait un traité contraignant qui soit vraiment efficace, et non pas un traité contraignant avec des obligations extrêmement faibles. Donc, est-ce qu'à ce niveau, comment dirais-je, ils ont des assurances à ce sujet-là? Merci, Régis. Ta question, Mamadou? Moi, j'ai une question, deux petites questions pour Omar. Il a parlé un peu de rupture avec les anciens systèmes. Est-ce que, bon voilà, je voulais juste savoir son analyse. Est-ce que le modèle botswanais est transposable sur dans tous les autres pays africains, si c'est possible, sachant que le modèle botswanais, c'est un peu les analyses du CADTM, c'est la nationalisation des ressources minières, et les nationaliser et les socialiser. Et donc, est-ce que ce modèle est d'application, on peut l'appliquer un peu partout? Pour être un peu plus précis, c'est que le Botswana, c'était une colonie anglaise, deuxième producteur mondial du diamant, et après ça, donc pendant tout le temps, c'était extrait à l'état brut envoyé en Angleterre. Et donc, du coup, il y a eu un changement, rupture avec ce système, la nationalisation, changer tout et tout. Et donc, du coup, maintenant, c'est devenu une entreprise botswanaise. Et donc, ça,
directement. L'impact, c'est quoi? C'est que alors, le diamant qui était extrait à l'état brut, ce n'est plus maintenant c'est transformé au Botswana. Et maintenant, il y a eu une délocalisation de l'ancienne firme anglaise qui est De Beers vers le Botswana. Et ça a créé beaucoup d'emplois et tout ça. Ça fait changer, ça a changé tout presque. Parce que même la migration a changé de sens. Les Botswanais qui venaient en Europe, maintenant, le Botswana est devenu un pays très, très développé et très, très riche. Il y a eu des emplois directs et indirects qui ont été créés. Est-ce que ce modèle est transposable? Et d'autres choses aussi, il a parlé aussi de faire, on dirait, un truc d'audit aussi citoyenne. Alors, dans un pays, dans un continent où tous les accords commerciaux sont très, très opaques, est-ce qu'il y a une possibilité, comment on pourra faire ce truc-là, sachant qu'au Niger, entre Areva et la France, il y a Oxfam qui se plaint beaucoup, il n'arrive même pas à savoir avoir le contenu des accords à cause de l'opacité de ces accords. Est-ce qu'il y a une... comment l'audit sera possible, quoi? Merci. Merci. Il y a un participant. Il y a un participant via Zoom qui dit que la traduction vers l'anglais ne fonctionnait pas. Effectivement, ça ne fonctionnait pas? Il n'y a plus rien qui marche? Donc par Zoom, vous n'entendez pas, dans la salle, vous n'entendez pas, you don't listen to the interpretation, Dimitri. But said that this connection, just so she's registered as a participant, but not as as an interpreter. You have to connect them again. Yeah. Francine et Isabelle, est-ce que vous pouvez vous connecter? Mais c'est le réseau qui est tombé. Il n'y a pas de réseau. Ouais. Il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus de il réseau. est rétabli, parce que moi, il est rétabli, moi. Oui, mais je vais y aller. Oui, il faut sûrement vous reconnecter. OK. Donc moi, en tout cas, I will, in English, just summarize the question raised by Mamadou Ba, because maybe Patrick Bond will be able to answer the question. Mamadou ask if the Botswana model could be reproduced, and he affirmed that Botswana expropriate or nationalize the diamond industry, transform it, etc. And this have created a lot of jobs, including it produce rivers of migratory flux, etc. So maybe Patrick can say something about what really happened in Botswana, and is this a model? Can you speak about a Botswana model, and is it reproduced? Can other society reproduce it? Est-ce que le problème de l'interprétariat est... Non? On attend Francine qui n'est pas dans le Zoom. Mamadou,
tu comprends anglais? Shall I very quickly say two things about this? Yes. So there's a positive side, which is that unlike most countries in Africa, there is co-ownership of the diamond wealth in Botswana. It's De Beers, the old South African and now British imperialist diamond monopoly. But it has a Botswana co-owner. I think that's what you refer to. But my two problems are simple. The inequality in Botswana is the second worst in the world. South Africa is the worst. So they have not really done any trickle down, or they have not done beneficiation. There's no diamond industry for jewelry or for industrial equipment using diamonds. And the second thing is, I think we need to pick up what was argued this morning. There's an uneven ecological exchange. There's an ecological debt that anyone with a diamond is owing the people of Botswana, because there's not only a geographical shift in the resources, since those diamonds are wealth that is uncompensated for and they're shrinking. So there's an income that comes from it, but the wealth is declining. But it's not just from the south to the north, from an ordinary peasant of Botswana who no longer has access to the diamonds because the diamonds are in the global north. It's also the next generations. It's the children, the grandchildren. I hope we can start to use this idea that we not only have a geographical criticism of capitalist exploitation of natural resources, but we should also have a generational, a temporal view. We should think into the future. We should think about what it is that we owe our future generations in the restoration of the natural wealth that we inherited. It's that ability to think across space, anti-imperialism, but also to think through time, to think about our future generations, that I find often with our comrades, even in Europe, we have major disputes. We have a major dispute about acknowledging ecological debt, such as natural resource depletion. And we also have a dispute, which we're trying to work on in a very comradely way with even people in UNCTAD, right? I can tell you the details if you want, on the rights of future generations. In both cases, we run up against the logic of capital, which is extract, exploit, and accumulate. These are good places for us to fight, including in Botswana. Traduction de ce que disait Patrick vers le français et vers l'espagnol. Ok, mais en français, vous avez compris ce que disait Patrick, il n'y a pas besoin de résumer, c'est bon. Oui? Ok. Thank you, Patrick. So, ok. Maintenant, Catherine voulait la parole. Oui, bonjour. Je voulais soulever trois questions qui sont en fait transversales à plusieurs interventions. Et qui relèvent des campagnes qu'on doit creuser, mener et creuser. La première, une qu'on ne mène pas suffisamment, elle est idéologique, c'est les questions des mots. La notion de libre-échange est évidemment une idéologie qui couvre non pas un échange libre, contrairement à ce que les gens pourraient comprendre quand ils n'ont pas, quand ils ne connaissent pas quels sont les critères effectifs de ces traités de libre-échange, mais en fait une loi de la jungle et la compétition généralisée avec la loi du plus fort. Et on devrait avoir une véritable campagne pour utiliser d'autres mots que traité de libre-échange, traité de la jungle, traité, bon voilà, ça c'est première remarque de bataille idéologique. Deuxième remarque sur les questions du droit. Il y a une campagne qui a eu une dimension internationale et européenne que je trouve très bonne, même s'il faut discuter de façon plus concrète les moyens. Elle était notamment soutenue par les réseaux d'attaque, etc. C'est sur le thème les droits pour les peuples, des règles pour les multinationales, et contre ce qui a été soulevé par Monica notamment, à propos donc des organes
de règlement des différends ou des institutions juridiques privées qui en fait défendent les droits des multinationales et de la concurrence et non pas les droits des peuples et la défense de l'environnement. Donc derrière ça, il y a une campagne de fonds pour nous anticapitalistes, mais qui se traduit en positif sur la bataille pour une nouvelle architecture des droits mondiaux, avec les droits sociaux et droits environnementaux qui doivent être obligatoires, mais qui signifie aussi une remise en cause, évidemment, du pouvoir des institutions qui n'ont pour droit à respecter que la concurrence de marché. Donc toutes les institutions de la mondialisation financière, et avec évidemment la bataille pour que les firmes multinationales soient contraintes à se plier à une nouvelle architecture de droit. Et la troisième remarque, et j'arrête là-dessus, c'est soulevé notamment par les deux dernières interventions, notamment y compris celle de Patrick Bond, à propos de l'OMC et la crise de Doha de 2001. Et la paralysie de l'OMC, dont la structure est un peu différente évidemment de celle du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, puisque théoriquement, il y a une voie, un pays. Ce qui est évidemment à la fois un piège, une hypocrisie, parce qu'il y a des inégalités derrière 1 égale 1, mais aussi un moyen de paralysie, à partir du moment où des pays se regroupent et bloquent le processus. Bon, et depuis Doha, il y a un blocage du processus, mais qui, du coup, a fait que se sont développés à l'échelle mondiale des traités bilatéraux. Des traités bilatéraux qui sont en fait une, entre guillemets, déglobalisation, mais encore plus réactionnaire, et y compris plus difficile parfois à combattre. Et donc, moi, je voudrais qu'on ait une discussion plus approfondie sur la façon de combattre, évidemment, l'OMC, en même temps que les traités bilatéraux, mais en s'emparant des tribunes politiques que permettent d'une certaine façon certaines batailles à l'OMC. Voilà, j'arrête là. Merci. Merci bien, Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Béatrice qui demandait? Non? OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole ici dans la salle? Je n'insiste pas parce que c'est très bien si on passe aux conclusions. D'accord. Alors, je propose que, mais vraiment en respectant strictement le temps de parole, Maria Elena, Monica, Patrick, vous fassiez une dernière intervention de 2 minutes chacun. 2 minutes. 2 minutos. 2 minutes. Et ensuite, Omar pendant 5 minutes. Donc, Maria Elena, si quieres intervenir 2 minutos, no más. Bien. Lo fundamental es, yo no entendí demasiado lo que habló la compañera Catherine, pero lo fundamental es articular campañas de sensibilización sobre lo que significan los tratados de libre comercio en todas sus formas. Yo hablo desde Argentina, donde tenemos 58 tratados bilaterales de inversión, 54 en actividad, digamos, y somos uno de los países más que hemos sido remitidos al CIADI en múltiples oportunidades. Acá no voy a detallar, pero fundamentalmente a partir de la crisis del 2001. Por lo tanto, nosotros nos hemos constituido en una campaña Argentina Mejor sin TLC, demostrando que estos 25 años de tratados de libre comercio no han servido para el bienestar de los pueblos, sino solo para el beneficio del capital. También hay una campaña, una plataforma a nivel continental denunciando los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, hay que tener en claro, junto con la deuda, son, digamos, mecanismos que nos condicionan estructuralmente. Entonces, es necesario que nosotros, militantes de distintos espacios, articulemos todas las temáticas, porque todo está relacionado
hoy se habló acá de la deuda ecológica, de la crisis climática, es decir, todo está absolutamente relacionado con esto de lo que yo hablé. Todo se transforma en mercancía en el marco de este sistema. Por lo tanto, tenemos que luchar contra el libre comercio, desenmascarar los capítulos que tienen los tratados de libre comercio, que los podemos analizar todos y nos llevaría mucho tiempo, sensibilizar sobre esa temática. La lucha es de los pueblos y es fundamental la batalla de ideas. Il y a Elena, il y a un mot de Omar qui dit que la traduction vers le français ne marche pas. Et ça ne marche toujours pas? Omar, tu n'as pas entendu? Pas entendu, non. Mais bon. Mais donc là, en deux mots, donc là, Maria Elena disait que effectivement, il fallait mener une bataille idéologique, un peu comme l'a dit Catherine, sur la question de la terminologie, pour dénoncer ce que représentent réellement les traités de libre commerce. Et elle a pris par ailleurs l'exemple de l'Argentine qui a signé 58 traités bilatéraux sur les investissements ou le commerce et qui a été poursuivi à de multiples reprises et condamné au tribunal de la Banque mondiale. Et en Argentine, dit-elle, il y a une importante campagne pour se libérer des soi-disant traités de libre commerce et d'investissement. Alors maintenant, je donne la parole à Monica, en espérant que l'interprétariat va fonctionner. Mónica, tu as la parole. Gracias, Eric. Pues yo también voy a aprovechar para responder al compañero que preguntó sobre el tratado vinculante. Entonces, diría que no tenemos nunca que olvidar que en realidad la base del derecho somos nosotras y nosotros, ¿no? Son los pueblos. Eso es algo que se intentó trabajar mediante el Tratado de los Pueblos. Estoy pegando aquí en el chat algunos enlaces en 3 lenguas al respecto, Tratado de los Pueblos, y entonces donde pretendíamos sentar eso, ¿no? Sentar esa construcción del derecho desde abajo. Es algo que en Sudáfrica, Patrick, si me permites recordar la campaña por el derecho a decir no, ¿no? The Campaign for the Right to Say No, ¿no? Que es una iniciativa muy importante en Sudáfrica, ¿no? Que es muy inspiradora para nosotras. Entonces, creo que esa dimensión es como muy importante resaltar, ¿no? ¿A qué voy con esto? El proceso del tratado vinculante, para responder al compañero, enfrenta muchos desafíos. Ahora, por ejemplo, en el contexto de COVID, se está dificultando la participación en la próxima sesión de la sociedad civil y de los movimientos de las comunidades afectadas. Por tanto, nosotros estamos pidiendo que no sea una sesión de negociación, sino que sea una sesión de consultas, ¿no? Y el último borrador del tratado es sumamente insatisfactorio para nosotras porque no incluye todos los pedidos de las comunidades. Entonces vamos a seguir luchando por eso. Entonces mi respuesta sería, tenemos que mantener la presión sobre los gobiernos para que ese tratado realmente permita amarrar, ¿no? a las empresas transnacionales mientras las desmantelamos o desmantelamos el poder corporativo, ¿no? Segundo punto, creo que es importante, un reto para Europa es el tema de los tratados que tenemos que detener ahora, el del Mercosur, Mónica, el de México. Pardon, oui? Sí, párate un momento porque no funciona la traducción hacia el francés. Si tu veux, je peux vite répéter après au français. Oui, c'est ça. Mais très Mais vite. ce premier point, avant de passer au deuxième, comme ça, si tu peux résumer ton premier point en français. Ok, j'y vais. Donc, ce dont j'ai parlé, c'était de ne jamais oublier qu'en fait, le droit, c'est quelque chose qu'on construit depuis les peuples. Ça va depuis le bas, non? Et donc, c'est ça le processus dans lequel s'inscrit le traité international des peuples, dont j'ai payé le lien, j'ai collé le lien dans le chat.
Et je disais que pour répondre aux compagnons qui demandaient sur les traités contraignants, qu'en ce moment, le contexte est difficile, que l'actuel brouillon du traité n'est pas satisfaisant du tout. Il n'a pas recueilli toutes les demandes des communautés affectées, des mouvements, mais que c'est important de maintenir la lutte pour avoir un traité qui vraiment permette d'arrêter l'impunité des multinationales le temps qu'on démantelait leur pouvoir, ¿no? Ataco mi segundo punto y luego lo traduzco. Vale. Sí, ahora digo el segundo rápidamente, disculpen. ¿Me estás oyendo? Yo te escucho, sí. Bueno, porque ahora yo perdí la conexión y Bea también, pero te hemos escuchado en francés. Entonces, ¿podrías repetir tu resumen en inglés? Porque no funcionó. Ok. Sí, porque ella no. decía algo para Patrick. Y si Patrick no te entiende, no funciona el diálogo. No hay ningún problema. Bueno, perfecto. Entonces, so I was just reminding that what is important is that law must be built from below, from peoples, must based in peoples, no? And that's what we made with the People's Treaty, which I pasted in the chat, the link to the People's Treaty, also to the English version. And the idea there is as the campaign for the right to say no, for example, no, that is a very inspiring example for us in South Africa. That's a basis, no? So now in the negotiations around the binding treaty at the UN level are very unsatisfactory for us because they didn't, the current draft didn't take all the demands of affected communities and of movements, but my answer to the question was that we need to keep on struggling for the UN binding treaty in order it's really based on us, no, on our people. Voy a la segunda parte, rapidito, perdonen, es que... Muy rápido, sí. Sí, vale. Entonces, creo que es eso, súper importante desde Europa. Diría dos retos mayores. Un primer reto de tener los acuerdos de libre comercio que se está negociando ahora, como el del Mercosur y como el de México. Y el reto aquí para la izquierda es que se está negociando con un gobierno progresista. Por tanto, tenemos que mantener los principios firmes, aunque sea un gobierno progresista, el de México, con las comillas que quieran, ¿no? Pero digo, no es el México de Peña Nieto. Ese es el primer reto. Ok, voy al segundo reto. Y el segundo reto es que ahora la Comisión Europea está hablando de la diligencia, la debida diligencia mandatoria o obligatoria, y eso está siendo apoyado incluso por las transnacionales, ¿no? Entonces es importante que cualquier norma vinculante para las empresas que surja de la Comisión Europea recoja las demandas que hemos construido y que sean realmente vinculantes con sanciones pénales detrás entre los crímenes corporativos. Donc en français, les deux points, c'était que des défis pour l'Union européenne, pour les mouvements européens aussi, c'est arrêter les traités de libre-échange qui sont en train d'être négociés maintenant. Et je souligne évidemment celui du Mercosur, mais aussi celui du Mexique. Et le défi ici, pour la gauche, c'est qu'il est en train d'être négocié avec un gouvernement progressiste, qui est celui du Mexique. Ce n'est pas le gouvernement intérieur. Donc, comment on maintient ferme nos principes vis-à-vis des traités de libre-échange avec un gouvernement comme ça, non? Deuxième défi, c'est la nouvelle proposition de la Commission européenne qui est de la due diligence, bon, c'est des normes contraignantes pour les multinationales, c'est une proposition qui vient d'être lancée. Mais c'est très important que tout ce type d'initiative soit vraiment basé sur les demandes des communautés affectées, qu'elles soient vraiment contraignantes avec des sanctions pénales pour les crimes des multinationales. So in English, I was talking about like two challenges for the European movements, basically. First of all, to stop the free trade agreements and the agreements to protect investments currently negotiated now. This means, for example, to stop the one with the Mercosur, but the challenge for the left is to also stop the agreement signed with Mexico, which is a progressist government, no? So that's a big challenge. Second challenge is that the European Commission has presented now the mandatory due diligence proposal, and we need to
really ensure that this type of initiatives is really binding and is built on people's proposals and affected communities' proposals. Merci. Merci bien, Monica. Donc, je vais donner la parole à Patrick, mais est-ce que... Well, I wish I had those language skills, est-ce que vous allez Monica. pouvoir traduire de l'anglais vers le français et de l'anglais vers l'espagnol? So, wait a minute, Patrick, I am I'll begin. waiting for... The bottom-up perspective on this argument is partly to address Omar's long list of great suggestions and to continue Monica's vision of a right to say no. It's a much further and deeper attack on multilateral imperialist power, the death sentence. So our strategy 20 years ago was to defund the World Bank, right? To take away their funding, a BDS, a boycott, divestment, sanctions. This started in South Africa. There were great revolutionaries, Dennis Brutus, who died 10 years ago, Trevor Ngwane, a Soweto leader, working with Haitians and Mexicans and Chiapas, very, very strong, 30,000 protesting against the World Bank in April 2000. And even the city of San Francisco divested. So Omar, towards your replacement of the World Bank and the IMF, we already tried that. Now we failed, but I hope there's inspiration there, the way there is against investments in fossil fuels, BDS, right, divest and invest, or BDS Israel, apartheid Israel. These are the kinds of things that, of course, South Africans know that a world boycott can do enormous good if we can make this part of our work. I think, Monica, not to disparage anything that the corporate impunity project is and the right to say no, but it might be useful to think further, because to come to the position of Catherine, that the WTO now, as it fades away, as it's been sabotaged by Trump, is replaced by bilateral imperialist relations with southern countries. Maybe I'll just add one more complexity, which is that as imperialist multilateralism finds itself in trouble, as the IMF needs more money, 2015 they needed a couple of $100 billion more capitalization. Who do they turn to? And the answer is China and Russia and India and Brazil at the time, not after Bolsonaro. And South Africa a little, but we don't have so much money. But those countries, those four, increase their share of the IMF dramatically, right? They're nearly at 15% if you put the five BRICS together. But they don't go there to change it. We don't have a contingent reserve arrangement alternative to the IMF. We don't have a BRICS New Development Bank alternative to the World Bank. We have amplifiers. And this is, to wrap up, the theory that Rui Mauro Marini in Brazil established of sub-imperialism. And we're very worried about the BRICS. Even though it's fracturing, India and China are killing each other, literally, on their border. Bolsonaro is with Trump. Modi is sometimes with Trump. So it sounds chaotic, but there is still a problem. It's the one, in a way, Monica, you mentioned with AMLO and NAFTA. It's a sub-imperial layer of leaders who find it's in their interest to amplify super exploitative processes at home, in the theory of Mauro Marini, or in David Harvey's theory, to displace their own overaccumulated capital. So I just throw that to you, Omar, as you come up with the list of multilateral institutions to target. I'll add one, BRICS New Development Bank. It's been a complete disaster. Okay, gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Donc, on a une succession de problèmes avec la traduction. Omar, tu as entendu la traduction de Patrick vers le français? Tu as pu suivre? Omar? Oui, j'entends. Oui, parce que, bon. Donc, tu peux faire ton intervention alors. D'accord. Et l'espagnol ne fonctionne pas. Est-ce que l'espagnol fonctionne maintenant? Est-ce qu'elle répond? Oui, mais par son, on t'entend vraiment très bas. On t'entend, mais très bas. On comprend bien ce que tu dis.
Pues ça va, mais on n'entend pas bien. Sí, a ti te escuchamos bien. Bon, alors Omar, tu peux commencer ton intervention. Donc en 5 D'accord, minutes. d'accord. Je vais juste commencer par une petite... on a parlé de l'idéologie, d'utiliser les mots. Effectivement, on dit accord dit de libre-échange. Mais déjà, beaucoup de mouvements sociaux ont commencé à utiliser d'autres termes, comme par exemple les accords de partenariat économique en Afrique, qu'on appelle accord de pendaison économique, ou encore accord de paupérisation économique. Donc, c'est déjà avancé au niveau des mouvements sociaux par rapport à l'utilisation, ça au niveau des termes qui ont un contenu idéologique. C'est vrai que maintenant, le coronavirus, il y aura des changements sur le commerce mondial, etc., qui pourraient chuter, mais les mécanismes de l'échange inégal à l'échelle mondiale restent le même. Et si maintenant l'OMC est paralysé, mais c'est vrai qu'on a tous dit qu'on a beaucoup plus tendance aujourd'hui à des accords bilatéraux, à des accords régionaux, avec des fortes pressions de la part des puissances impérialistes sur les pays de la périphérie, et avec maintenant ce qu'ils appellent les nouvelles générations de ces accords dits de libre-échange, comme par exemple l'ALECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi, que ce soit pour les pays de l'Europe de l'Est, mais aussi pour les pays de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, on fait pression sur la Tunisie pour aboutir à la signature de l'ALECA. Aussi au Maroc, on essaie de reprendre les négociations pour signer cet accord. Et ces accords, qu'on dise complets et approfondis, ce sont de très larges accords qui englobent pratiquement tous les domaines économiques, sociaux, politiques, culturels, environnementaux, etc. Mais ce qui est beaucoup plus dangereux, ce qu'avait souligné Patrick Bon par rapport aux médicaments. Donc, on interdit la fabrication des génériques et pour les temps d'années, donc pour des années qui sont vraiment, même si on a une épidémie à l'échelle d'un pays, on ne peut pas avoir l'autorisation de faire des génériques parce qu'il y a une pression des grandes boîtes pharmaceutiques. Je viens aussi pour dire à la question de Mamadou, je crois, sur l'audit citoyen sur des traités, de différents traités. Oui, bien sûr, il y a une opacité aujourd'hui sur les négociations de ces accords, mais nous aussi, d'ailleurs, la levée du secret autour de ces accords constitue d'ailleurs un point de l'audit citoyen. C'est-à-dire qu'il faut lever le secret autour de ces accords de commerce et essayer d'avoir toute la documentation disponible. Et ça aussi, c'est une bataille qu'il faut mener. Et donc, dans tout ça, maintenant, on a l'intention que c'est un peu froid, tout ça, cette lutte contre, ces mobilisations contre les accords dits de libre-échange, comme a dit déjà Patrick Bon, il y a beaucoup d'initiatives sur lesquelles on peut se baser. Ce qui se fait maintenant, ce qu'a mentionné tout à l'heure Monica Vargas sur la campagne contre l'impunité du multinational, il y a déjà beaucoup d'avancées. Ce que fait beaucoup de réseaux à l'échelle internationale, comme la Via Campesina, la CADTL, etc. Il y avait des expériences auparavant, comme l'a dit Maria Elena, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA. C'était une expérience c'est-à-dire sur laquelle on peut s'inspirer. Ce qui a été fait, par exemple, dans toutes les discussions et les rencontres, les contre-sommets, les discussions qu'il y avait dans le Forum social mondial, il y a beaucoup d'initiatives qui sont… ce qui a été fait d'ailleurs, les initiatives et les mobilisations contre le traité transatlantique, le TAFTA, c'est aussi intéressant à ces égards. Donc, il y avait beaucoup de signatures des communes à l'échelle européenne, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de matières d'expérience sur lesquelles on pourrait se baser pour avancer dans ce nouveau contexte pour lutter contre ces accords dits de libre-échange. Voilà, je termine ici et merci. Merci beaucoup, Omar.
Et merci pour la patience de chacun et chacune. Je sais que c'est très compliqué pour les interprètes, très compliqué pour ceux qui doivent essayer qui dépendent d'une interprétation pour comprendre ce que les personnes en train de parler disent. Et bon, on va enchaîner maintenant avec le point suivant qui porte sur la politique militariste de l'Europe